Le site du Paléolithique supérieur de Gontsy est situé en Ukraine, à 200 km environ au sud-est de Kiev, près de Loubny. Le site, dans sa géomorphologie actuelle, est localisé sur un promontoire découpé par les lits de deux ravines qui descendent du versant de la vallée de l'Oudaï, dans le bassin du Dniepr moyen. Le site est situé à 1200 mètres de distance et 21 mètres environ au-dessus du lit actuel de la rivière, sur un versant orienté nord. Gontsy est le premier site paléolithique reconnu en Europe orientale en 1871. Sa découverte revient à Kiryakov, Kaminsky et Féophylacte. Des fouilles sporadiques ont été effectuées. Sherbakivsky en 1914-1916 qui découvrit la première cabane, Levitsky et Brussev en 1935 qui fouillèrent principalement le Bonbed et Serguin en 1977 qui démonta la cabane de 1916. Les fouilles archéologiques ont repris en 1993 et sans interruption jusqu'à aujourd'hui sous la direction de la Ludmila Yakovleva et François Djindjian, dans le cadre d'un partenariat scientifique entre l'Institut d'archéologie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine et l'UMR 7041 Arskan. Les techniques des fouilles et d'études les plus modernes sont utilisées sur le site de Gontsy. On citera en particulier les grands décapages des surfaces sous protection préalable en gare métallique qui permettent de conserver en place les niveaux archéologiques mis en jour. Cette approche intégrée de la fouille à la conservation permet l'ouverture de la présentation du site et des fouilles en cours. Congrès du 130 anniversaire de la découverte de Gontsy, journée porte ouverte, visite des personnalités ukrainiennes et françaises, émission de la télévision ukrainienne et exposition. Plus d'une trentaine de relevés stratigraphiques et de sondages ont été réalisés sur le site de Gontsy, qui ont permis de reconstituer la chronologie du site, la géomorphologie du versant et le paléo-environnement de la région. Ils ont mis en évidence l'existence de deux grandes périodes d'occupation du site entre 14 600 et 14 100 BP dans un environnement pléniglaciaire de steppe froide. La grande coupe, réalisée en 2005 au sommet de la ravine, sur près de 20 mètres de hauteur, a permis de reconstituer le climat sur les derniers 200 000 ans. La dernière coupe, réalisée en 2007 dans la partie sud, à plus de 50 mètres du promontoire de l'habitat, et les sondages dans les parties est et ouest du site ont confirmé la grande extension du site pour les deux niveaux d'occupation sur près de 1 hectare. Le hangar numéro 2 a été construit en 2003 au-dessus de l'accumulation d'ossements de mammouth de la paléoravine orientale. Les deux niveaux d'occupation y ont été retrouvés, séparés de 75 cm. Le niveau supérieur est représenté par une occupation de faible densité avec des restes de mammouth, de bœuf musqué, de renne, de cheval et de marmotte. Le niveau inférieur est une vaste accumulation d'ossements de mammouth, un bonebed, largement exploité par les occupants de l'habitat situé à proximité immédiate sur le promontoire. Ce bonebed possède, mélangés aux ossements de mammouth, des restes d'autres animaux, rennes, bisons, marmottes, dont certains proviennent de l'habitat. Plusieurs foyers et de nombreux outils en silex, en os et en ivoire de mammouth. La microstratigraphie a permis de démontrer le lien stratigraphique entre ce bonebed et le niveau inférieur de l'habitat qui a construit les cabanes. Les études pluridisciplinaires ont montré que l'accumulation d'ossements de mammouth est un niveau unique de faible épaisseur, rapidement sédimenté par les ruissellements de fonte des neiges.
la ravine était déjà comblée au moment de la seconde occupation du site. Les études taphonomiques ont montré que le cortège de mammouths ne correspond pas à un troupeau naturel, laissant encore ouverte la question de l'origine de cette accumulation, soit par la chasse, soit par une catastrophe naturelle. Des individus mâles adultes et jeunes adultes sont en effet présents au milieu d'individus femelles d'âge varié, de subadultes, d'enfants et de nouveau-nés. Les parties anatomiques des mammouths, statistiquement les mieux représentées, sont les côtes, les vertèbres et les os de pied. Seulement 20 à 30% des parties anatomiques de chaque individu sont présents dans le bone bed, montrant l'exploitation intensive des ossements pour le combustible et les matériaux de construction. Le hangar numéro 1 a été construit en 2000 sur l'emplacement du promontoire où est installé l'habitat, en continuité directe avec la zone fouillée au sud du hangar en 1998, qui avait révélé notamment une cabane de petite dimension, plusieurs fosses et un foyer de colorants, non loin de la cabane numéro 1 de 1916. Les fouilles ont mis à jour les deux niveaux d'occupation très riches, séparés de 20 cm environ, qui sont ici des aires d'activité autour de foyers situés entre les cabanes en os de mammouth. L'inventaire des artefacts comprend de très nombreux outils en silex et en matière dure animale de différents mammifères, des coquillages de rivière mais aussi d'origine marine, des éléments de parure et beaucoup de morceaux de colorants. Dans la partie nord-ouest de la zone fouillée, en 2007, des indices de la possible existence d'une cabane en os de mammouth ont été reconnus. Un crâne, 2 omoplates, plusieurs défenses qui nous ont amenés à décider l'extension du hangar numéro 1 sur une surface de près de 500 mètres carrés. Début été 2009, sous le hangar agrandi, le décapage commence sur une nouvelle zone de l'habitat. Elle est située à proximité immédiate des zones fouillées les années précédentes, où des aires d'activité et des foyers avaient été mis en évidence. Nous avions noté des indices de l'existence possible d'une grande structure en os des mammouths. Le décapage d'approche s'effectue dans un sédiment entièrement stérile, le loess qui recouvre l'ensemble du site, sur une épaisseur de 3 à 4 mètres. Le sol actuel a été abaissé à la pelle mécanique jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau archéologique pour permettre la construction des hangars de protection. D'habitude, avec un sol d'habitat, les objets sont distribués dans un même plan de faible épaisseur. Mais quand une grande cabane apparaît, au décapage, la situation est différente. Le fouilleur trouve d'abord des petits fragments d'os longs, d'os plats et des os des crânes de mammouth. Puis surgissent les parties supérieures d'os ou des défenses des mammouths enfoncées verticalement ou sur champ. Enfin, enchevêtrés apparaissent les grands ossements de mammouth, des défenses, des omoplates et des bassins, les crânes et les mandibules, les os longs. Le décapage est long et difficile et nécessite l'emploi d'une équipe expérimentée et préalablement formée. Une attention particulière doit être apportée à l'accès à la structure pour son décapage comme pour son étude. Des cheminements doivent être prévus et conservés jusqu'à l'achèvement du décapage. L'enchevêtrement des gros ossements peut atteindre facilement 50 à 80 cm d'épaisseur. Aussi, le décapage est-il particulièrement délicat pour rechercher le niveau originel du sol de la cabane. Ces types de décapage impliquent une technique particulière. Par précaution, des banquettes de microstratigraphie sont utilisées. Elles permettent de progresser de façon sûre dans le décapage de la cabane, sans risquer de creuser trop profondément ou trop superficiellement la structure. Elles permettent également de mettre en évidence des réutilisations, des réfections ou des reconstructions.
Les os et les défenses de mammouth de la cabane sont tout entiers ou cassés en place. Ils proviennent pour la plupart de mammouths adultes. L'état superficiel des os montre qu'ils sont extraits frais en provenance du bon bed de la ravine. Mais certains os et défenses ont été également collectés à distance du site. Plusieurs omoplates, bassins et défenses, droite et gauche, appartiennent à un même individu. La cabane recouvre la totalité de 20 mètres carrés fouillés en 2009. Elle fait au moins 6 mètres du diamètre. La densité des ossements de mammouth et sa superficie partielle révèlent qu'elle rentre dans la catégorie des grandes cabanes en os de mammouth. La distribution spatiale des ossements est le résultat de l'effondrement de la cabane. Leur superposition stratigraphique est une indication précieuse de leur position dans l'élévation de la structure. Elle facilitera la nécessaire tentative de reconstitution en 3 dimensions. Certains ossements sont trouvés enfoncés verticalement dans le sol, comme des crânes qui font fonction de fondation ou des os longs qui sont des poteaux. D'autres sont trouvés sur champ, comme des omoplates, des bassins ou des mandibules. Au moment de l'effondrement de la cabane, certains os ont basculé vers l'extérieur. D'autres sont restés en place, bloqués par les autres ossements. D'autres se sont cassés, laissant leurs fragments à proximité. Mais la position des ossements dans la structure se retrouve parfois quasiment en place, comme les entrelacements de défense ou les superpositions d'omoplates ou des mandibules. Sur une surface décapée sur seulement 20 mètres carrés de la cabane, nous avons dénombré plus de 130 gros ossements et défenses de mammouth, dont 65 défenses, 40 omoplates, 9 crânes et 6 bassins. Les fouilles de 2010 nous diront si la cabane occupe une surface totale proche des 40 mètres carrés, avec un nombre d'ossements double du décompte actuel, comme le fait supposer le nombre et la disposition des crânes trouvés cette année. Un des éléments les plus spectaculaires est ici le nombre très important de défenses, souvent appariées, et dans certaines zones de la cabane, elles sont enchevêtrées avec plus de 10 défenses superposées. La quasi-totalité provient d'individus adultes et pour beaucoup de mâles. Plusieurs défenses ont été découvertes, coupées longitudinalement, avec ces 2 fragments à proximité l'un de l'autre. Les études s'intéresseront à déterminer s'il s'agit d'un fractionnement volontaire ou d'une cassure accidentelle au moment de l'effondrement de la structure. Une autre caractéristique de cette cabane est le nombre d'omoplates, plus de 40. La plupart sont trouvés posés à plat, mais plusieurs sont sur champ. Sur un seul mètre carré, près d'une dizaine d'omoplates ont été trouvés superposés. Beaucoup de ces omoplates ont été percés volontairement pour leur fixation et l'omoplate s'est souvent cassée là, au moment de l'effondrement de la cabane. Le nombre des demi-bassins, 6, est bien inférieur à celui des omoplates. Le plus grand d'entre eux a été découvert entier, en position anatomique et sur champ. La plupart des crânes mis à jour ont été trouvés alignés dans la partie sud de la cabane. Ils sont pour plusieurs d'entre eux piqués dans le sol, les alvéoles vers le bas, comme éléments de fondation. D'autres ont été trouvés à plat, posés sur d'autres ossements, ayant basculé au moment de l'effondrement de la cabane, comme éléments de paroi. 8 os longs sont présents, moins nombreux comparés avec des cabanes d'autres sites. Un humérus a été trouvé creusé et appointé. 2 fémurs creusés ont été trouvés plantés verticalement dans le même carré, faisant fonction de poteaux. À plusieurs endroits de la cabane, le décapage s'est arrêté à un fin niveau de sédiments noircis
identique à celui découvert sur le sol de la petite cabane de 1998. Les traces d'un grand foyer intérieur n'ont pas été vues dans la partie décapée cette année. Au moment du décapage de la cabane, plusieurs spécialistes de l'équipe scientifique de Gonsi étaient présents sur le site et ont été les premiers à constater l'importance de la découverte. Je collabore maintenant depuis 4 ans dans ce programme franco-ukrainien pour l'étude du site de Gonsi. La découverte qui a été faite et que j'ai observée lorsque je suis arrivée pour continuer mon travail sur Gonsi était quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie d'un préhistorien, d'un paléontologue. C'était une chose extraordinaire. C'est la cabane, quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Je suis paléontologue et spécialiste des mammouths, raison pour laquelle je travaille dans l'équipe de Gonsi. J'ai étudié les mammouths dans 7 sites archéologiques et paléontologiques en Ukraine, en Russie européenne et en Sibérie. Cette découverte d'une nouvelle cabane à Gonsi est unique. Depuis plus de 30 ans, rien de comparable n'a été trouvé en Ukraine. L'équipe de Gonsi, depuis 1993, a choisi d'étudier le site dans sa totalité, de l'habitat sur le promontoire à la zone d'accumulation d'ossements de mammouth qui lui est associée dans la ravine. Ces travaux ont apporté des informations nouvelles et plus complètes pour la reconstitution systémique du mode de vie des chasseurs de la Grande Plaine orientale vers 14 500 BP. En décidant de conserver les structures d'habitat en place, sous des protections préalables qui permettent la construction d'un futur musée de site, cette découverte n'est pas seulement importante sur un plan scientifique, elle l'est aussi sur le plan culturel, comme faisant partie du patrimoine de l'humanité.